Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire. Voilà bien 40 ans maintenant que les aléas de mon histoire personnelle m'ont amené à m'intéresser d'abord aux cultures arabo-maghrébines, et par extension, à celles de toute l'ère méditerranéenne, puis aux diverses problématiques, psychopathologiques ou non, naissant du phénomène migratoire. Ce qui m'a valu dans certains milieux la réputation, peut-être usurpée, d'une certaine expertise sur ces questions. C'est un fait que mon expérience première de médecin vaguement psychiatre au camp de Rivesaltes, lieu de regroupement, de tri et d'orientation des ex-harkis de l'armée française en Algérie, immédiatement après la signature des accords d'Évian et la proclamation de l'indépendance, m'a amené à me doter d'une formation à ce qu'on appelle maintenant à tort ou à raison, l'ethnopsychiatrie, à une époque où cette discipline n'était guère à l'ordre du jour. Mes collègues de l'internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine, après mon retour à ce qui est désigné comme la vie civile, étaient avant tout intéressés par la psychanalyse, lacanienne de préférence puisque c'était la mode, et mon intérêt pour les populations allogènes et les cultures autres leur apparaissait sinon totalement incongru, du moins un peu bizarre. Il me revient que lors de mon enterrement rituel, à la fin de mon internat, mes petits camarades m'avaient obligeamment qualifié de spécialiste de influence de la fracture du petit orteil du pied droit sur la structuration de l'Œdipe chez le Nord-Africain. Bref, on me considérait avec un brin de condescendance amusée comme légèrement marginal. Il est bien vrai que l'ethnopsychiatrie ne s'insérait pas dans les courants dominants de l'époque, c'est le moins qu'on puisse en dire. En fait, personne n'en parlait et ma formation, indépendamment de mon expérience clinique de terrain, s'est effectuée au gré d'une réflexion solitaire assortie de multiples lectures qui m'ont permis de découvrir école culturaliste américaine mais surtout Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Germaine Tillion, Georges Devereux et Roger Bastide qui sont restés pour moi des références permanentes. On le percevra peut-être dans les pages qui vont suivre. Il se trouve que toute ma pratique a été celle d'un psychiatre généraliste, ce qui signifie que j'ai soigné des adultes tout au long de ma carrière, à très peu de choses près. Les 15 mois ou après la fin de mon internat, mon chef de service de l'époque m'a affecté au dispensaire de psychiatrie infanto-juvénile de la rue de la Harpe, dans le 5e arrondissement de Paris. Toute une partie de notre clientèle était représentée par des enfants de migrants du quartier, en échec scolaire, dont la présence et la prise en charge nous posaient question. C'est à ce propos que j'ai repris une réflexion, ébauchée dans une thèse de doctorat en médecine, à propos de la communication verbale, en m'appuyant sur le constat de l'écart entre les résultats des tests verbaux et non-verbaux, ce qui m'a assez rapidement amené à réfléchir à l'éventualité d'une causalité linguistique au moins partielle dans les difficultés de ces enfants. Cela m'était apparu d'autant plus intéressant que la bibliographie francophone en la matière était particulièrement pauvre sinon inexistante, du moins à ma connaissance. On verra plus loin au fil des pages qu'il n'en était pas de même dans d'autres pays. Alors qu'il commençait à se savoir dans certains milieux, mon double intérêt pour la culture maghrébine et les migrants, vint ce jour de la fin de 1972 où je reçus un appel téléphonique d'un prêtre d'une commune voisine me demandant si j'accepterais de parler de l'hygiène mentale des adolescents migrants, au Congrès européen organisé en mars 1973 au château de Longchamp par le Centre international de l'enfance, ce que j'acceptais. C'est à partir de là, et des relations nouées à cette occasion, que j'ai été ensuite sollicité par le CEFISEM de Lyon, et ultérieurement par quelques autres, pour intervenir à propos de la problématique linguistique des enfants de travailleurs immigrés et dans un second temps, pour collaborer à l'élaboration et au lancement des pédagogies interculturelles. Tout cela, comme les interventions qui m'ont été demandées en maintes occasions, des articles de revue, l'opposition soulevée chez certains par des idées jugées hérétiques ou absurdes, relève d'une histoire déjà ancienne. En ce domaine, quelques années représentent un début d'éternité. Il est patent que l'éducation nationale a pratiquement toujours évité le débat sur la problématique langue, culture, école et de même, toute transformation de la formation initiale ou continue des enseignants susceptible de leur offrir des éléments d'information ou de réflexion à ce propos. Il est aussi vrai que les structures de ce qu'il est convenu d'appeler le dispositif de santé mentale s'en sont rarement préoccupées. J'estime pourtant que la question du bilinguisme,
biculturalisme est d'une actualité brûlante dans un monde où le monolinguisme pur et dur commence à faire figure de fossile vivant et que l'interculturalisme, s'il a fait long feu parce que remettant en cause trop d'idées reçues et de stéréotypes, est une question posée toujours actuelle. En fonction de ces divers éléments, j'ai estimé qu'il n'était peut-être pas inutile, indépendamment de la satisfaction personnelle que cela pouvait m'apporter, de reprendre et réargumenter, approfondir ma réflexion dans une situation où il m'est possible de prendre un minimum de distance sinon de sérénité vis-à-vis des questions soulevées. C'est en tout cas l'objet de cet ouvrage, auquel j'espère que d'éventuels lecteurs pourront trouver quelque intérêt. Mam et langue S comme celle de SOPE, le meilleur et le pire ou faits et MEFAITS du bilinguisme. Il fut un temps déjà lointain, où une histoire personnelle qui m'avait amené à travailler sur ce qu'on appelait à l'époque la psychopathologie des migrations et transplantations. On parlerait sans doute aujourd'hui de problématiques des migrants, et à centrer ma réflexion sur la culture maghrébine, 1,2, fit que j'eus un jour à connaître d'enfants. C'était à l'époque où peu après la fin de mon internat, je vaquais, au sens où j'effectuais des vacations, au dispensaire de santé mentale du 5e arrondissement de Paris, rue de la Harpe, où notre clientèle comptait un pourcentage appréciable d'enfants issus de l'immigration, tous adressés à la consultation par les écoles du quartier pour des retards ou échecs scolaires. Avec, dans pratiquement tous les cas, un présupposé plus ou moins explicitement formulé selon lequel, puisqu'ils s'avéraient incapables de suivre, d'apprendre, d'acquérir les savoirs que les enseignants s'échinaient vainement à leur faire ingurgiter, ils étaient obligatoirement des débiles mentaux. En conséquence, affirmaient les lettres d'adresse dont ils ou leurs parents étaient porteurs, ils ne relevaient pas ou plus de l'école mais bien de la psychiatrie, à charge pour nous de les tester, de calculer leur QI. Quotient intellectuel, d'établir le dossier idoine et adéquat et d'adresser ce dernier à la commission pédagogique compétente qui saurait les orienter vers, je cite, les institutions spécialisées nécessaires. Il se trouve que la plupart de ces enfants nous apparaissaient, tant à moi qu'aux autres membres de l'équipe avec laquelle j'avais alors le plaisir de travailler, désespérément normaux, si tant est que ce vocable ait un sens, ce dont après plus de 30 ans d'exercice je commence à douter sérieusement. À tout le moins, il ne nous paraissait ni plus ni moins bête et ni plus ni moins fou que la moyenne des enfants de notre connaissance. Constat qui a amené toute l'équipe à s'interroger sur et à s'intéresser à ces échecs scolaires, qui nous semblaient bien singuliers. Cela étant, une question se pose à mon sens d'emblée. Qu'est-ce qui peut amener un psychiatre de base à s'intéresser aux retards-échecs scolaires, fussent-ils ceux des enfants de migrants, puisque ces situations, jusqu'à plus simple informées, ne constituent pas, ou pas encore une maladie mentale et semblent interroger le champ de la pédagogie plutôt que celui de la pathologie? Encore que, certes, le DSM-4, questionnaire américain qui représente la nouvelle Bible de la psychiatrie hospitalo-universitaire up-to-date, ne comporte pas de chapitre retard scolaire, s'il reconnaît un retard mental. Le monumental dictionnaire de psychologie, dirigé par Norbert Silamy, 3, ne fait lui non plus la moindre référence à l'échec ou retard à l'école. Cependant, nos plus récents traités ou manuels de psychiatrie hexagonaux commencent à comprendre un petit chapitre échec scolaire, renvoyant certes le plus souvent aux difficultés cognitives naissant d'une arriération mentale dûment identifiée ou d'une problématique psychotique ou névrotique avérée. Mais ce ne sont justement pas ces échecs-là que j'entends évoquer. En fait, la réponse à la question posée renvoie à ce triple constat. Si l'échec scolaire n'est pas une maladie, il est en tout cas un facteur de risque. Dans un système éducatif caractérisé avant tout par l'élitisme, fut-il républicain comme l'avança un jour un peu légèrement peut-être M. CHVNMNT alors ministre de l'Éducation nationale, il revêt un caractère anxiogène, dévalorisant et peut-être à l'origine de décompensations psychopathologiques ultérieures. Sa prévention à partir de l'analyse de ses causes, relève en conséquence de l'hygiène mentale. Il faut garder en mémoire une phrase écrite par Colette Chiland. Dans une société où tous les enfants vont à l'école, l'insuccès est une souffrance, une tare, une maladie. 4. Il est enfin une donnée d'expérience, tôt ou tard, si l'échec-retard scolaire persiste ou s'aggrave, si les recours psychopédagogiques habituels, les GAP,
groupe d'aide psychopédagogique, récemment devenu RAZ, ce que certains enseignants de mauvais esprit condensent en RA, ont échoué, l'école se décharge en orientant les enfants vers les institutions d'aide et ou de soins. En bout de chaîne, ce sont les équipes psychiatriques qui auront à en connaître. Notre dispensaire, avec les enfants qu'il recevait, se trouvait de plain-pied dans cette problématique. Nous étions priés, voire parfois sommés, d'en débarrasser des groupes scolaires où ils faisaient tâche et qui de toute façon, se reconnaissaient incapables de prendre en charge ces handicapés mentaux. Une problématique de l'école, ou une demande qui se pose ailleurs. D'une demande et de ce qu'elle implique. La question qui nous était posée à travers la demande du milieu scolaire n'avait à tout prendre, rien pour surprendre. Nous vivons en effet dans un monde où l'histoire et la socialisation de l'enfant se jouent avant tout dans deux milieux précis, la famille et l'école. Si la fonction socialisatrice et structurante du milieu familial est reconnue de longue date, c'est sur elle que reposent la plupart des présupposés de la psychologie. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est plus le lieu ni la source unique du développement de l'enfant et que dans la réalité son importance, même si elle reste primordiale, a probablement régressé au prorata de celle qu'a conquise l'école. Ce sans oublier les divers modes de garde et d'éducation collective précoce comme la crèche. De multiples raisons rendent compte de la place croissante occupée par le milieu scolaire. Banalisation du divorce, existence de plus en plus fréquente de familles recomposées ou monoparentales, voire homosexuelles, élévation de l'âge moyen de la conception, modification, parfois même inversion, de l'importance des figures identificatoires, etc., ont quand même passablement modifié le paysage classique depuis quelques décennies. Un autre facteur paraît bien important, la conjonction de l'allongement de l'obligation scolaire avec la précocité croissante de l'entrée dans le système éducatif, ici entendu au sens large, c'est-à-dire incluant les institutions de prise en charge collective des jeunes enfants. Au point que beaucoup d'enfants passent actuellement plus de temps dans ce dernier que dans leur famille biologique. Il y a là, à l'époque moderne, un renversement des valeurs dans l'ordre de la réalité par rapport à une mythologie de la famille sur laquelle nous continuons, vaille que vaille, à nous appuyer. Cette importance de l'école a été parfaitement perçue par des généticiens des populations que leur pratique, paradoxalement, semble impliquer d'abord dans la réalité la plus matérielle qui soit, celle de la carte chromosomique, mais peut-être justement les rend-elles plus sensibles aux failles de leur connaissance, c'est-à-dire à ce qui se situe au-delà du concret. Je pense ici particulièrement à Jacques Ruffier, 5,6, ainsi qu'à Albert Jacquard que je me permettrai de citer longuement, 7. Le petit homme est celui dont le cycle de fabrication est de loin le plus long. L'apprentissage de l'ensemble des comportements nécessaires pour mener une vie d'homme a toujours nécessité de nombreuses années. L'accumulation de connaissances nouvelles a considérablement allongé ce processus et surtout, a entraîné dans nos sociétés la spécialisation du rôle de formation des jeunes. L'école concentre de plus en plus ce rôle qui, dans les sociétés dites primitives, est assumé par le groupe tout entier. Dans une société orientée vers la spécialisation de chacun et soumise aux critères tout-puissants de l'efficacité, l'école a évolué selon un processus naturel qui aboutit à d'étranges absurdités. Il ne s'agit plus d'aider chacun à s'épanouir, il s'agit de fournir à la société les individus qui s'intégreront avec efficacité dans le mécanisme de production. Elle est ainsi amenée à faire passer avant son rôle authentique, la formation, un rôle de sélection, d'orientation. Chaque enfant est lancé dans une course d'obstacles, où la compétition est impitoyable et les chutes sanctionnées par l'affectation à un parcours d'ampleur limitée. Les plus heureux ont certes la chance d'un apprentissage complet, mais ils constatent vite que chaque obstacle franchi n'est que la promesse du suivant. Non seulement l'école, mais la vie entière a été transformée en une succession d'attentes. Le succès n'est jamais vécu comme un bonheur mais comme la préparation du nécessaire exploit qui doit suivre. Aucune étape n'est un accomplissement et pourtant, l'inéluctable dernière étape est connue. Constat ou réquisitoire, idéologiquement orienté ou non, ce texte est sévère. Il me semble en tout cas recouper cette autre assertion de notre plus récent prix Nobel de physique, le professeur Georges Charpak. Fils d'immigrés polonais établis en France entre les deux guerres mondiales, il expose très clairement que l'école publique française de son époque lui a permis de devenir ce qu'il est, mais que celle d'aujourd'hui, à son sens, ne pourrait plus jouer ce rôle et le mettrait probablement en situation d'échec.
De surcroît, ce qu'écrit Albert Jacquard pose cette réalité. Dans notre société comme dans bien d'autres d'ailleurs, réussite scolaire et réussite sociale sont étroitement liées, avec en corollaire cet autre constat. L'adaptation scolaire représente le garant minimal de l'adaptation sociale ultérieure. 1-2 histoires de fous. À titre d'exemple, 3 histoires parmi les nombreuses que j'ai rencontrées me semblent venir à l'appui du réquisitoire dressé par Albert Jacquard. Histoire de Fatima. Fatima avait 5 ans lorsque le groupe scolaire voisin nous l'a adressée avec le commentaire suivant que je reproduis de mémoire. Cet enfant ne parle pas, refuse la communication avec autrui qui l'angoisse visiblement, s'isole. Il s'agit d'un autisme infantile que nous vous demandons de prendre en charge. Mignonne, apeurée et mutique, Fatima l'était sans le moindre doute. Élevée dans le sud algérien par des grands-parents non francophones, arrivée en France 2 mois auparavant pour rejoindre ses parents, elle avait été projetée d'emblée, sans préparation, dans un milieu scolaire qui lui était aussi étrange qu'il est possible de l'être et dont la fréquentation la paniquait. Elle était certes isolée, incapable de communiquer, mais la non-possession de la langue du milieu éducatif, instrument préalable à toute communication et toute acquisition, expliquait son retrait sans doute mieux que toute référence hasardeuse à l'autisme. Histoire de Leïla. Le cas de Leïla était a priori différent. Quand je l'ai rencontrée pour la première et antépénultième fois, elle avait 18 ans. Marocaine, elle était arrivée en France à l'âge de 12 ans pour rejoindre sa famille, venant d'une classe de 6e marocaine. Sur le constat établi par l'école d'une maîtrise insuffisante de la langue française, ne pouvant lui permettre de suivre le premier cycle du secondaire, on l'a rétrogradée en CM1 afin qu'elle puisse profiter de ce retour en arrière pour bien apprendre le français. Elle a, à partir de là, suivi une scolarité normale, sans redoublement. Bonne élève moyenne, elle n'a jamais obtenu de notes fabuleuses mais non plus, jamais attiré l'attention par une insuffisance de résultats. Elle avait 16 ans en 4e et le conseil de classe, arguant de ce qu'elle avait atteint l'âge de fin d'obligation scolaire et de ce qu'elle était en retard par rapport aux normes, l'a orientée autoritairement vers la vie dite active. On lui a imposé un apprentissage de coiffeuse. Or elle voulait être comptable. Résultat des courses, si j'ose m'exprimer ainsi, au bout d'1 an, Leïla abandonne cet apprentissage dont elle ne voulait pas. Avant la rentrée scolaire suivante, elle a commencé à démarcher diverses écoles de comptabilité en vue de s'y inscrire. Mais sur le simple vu d'un livret scolaire liant son retard d'âge à la mise en apprentissage, on a partout refusé sa candidature. L'histoire de cette adolescente intelligente mais désormais désenchantée et révoltée s'est terminée par une tentative de suicide. C'est à cette occasion que j'ai fait sa connaissance. Histoire des 3 frères. Elle est très probablement l'une de celles qui, à l'époque, nous a donné le plus à réfléchir. Ce jour-là, l'école n'avait pas fait le détail et nous avait adressé en bloc toute une fratrie. 3 garçons avec un diagnostic a priori de débilité mentale et une demande de vouloir bien les orienter vers les sacro-saintes institutions spécialisées nécessaires. Nous les avons donc vus arriver ensemble, munis de cursus scolaires assez catastrophiques. L'aîné, 15 ans et demi, était en CM2 au seul bénéfice de l'âge. Le deuxième, 13 ans, fréquentait le CM1 pour le même motif. Quant au petit dernier, âgé de 9 ans, il triplait brillamment son CP. Ils étaient les rejetons d'une famille d'Italie du Sud, venue s'installer en France 20 ans auparavant. Le père, guère francophone, travaillait dans le bâtiment. La mère qui, en dépit de son long séjour dans notre pays, ne parlait toujours pas notre langue, était femme au foyer. L'ensemble de la famille vivait dans 3 pièces, coexistant avec une sœur aînée, son mari et leur bébé. Une demande de relogement, en cours depuis déjà 10 à 15 ans, était toujours en suspens. Les conditions sociales, comme les possibilités d'aide pédagogique à la maison, n'étaient donc guère brillantes. Or nous nous sommes trouvés devant 3 garçons présentant bien, gentils et sympathiques, à l'aise dans leur basket, c'est-à-dire dans leur milieu familial et social, s'exprimant en apparence aisément, sans réticence, ne nous donnant pas le moindre dysfonctionnement familial à nous mettre sous la dent, plutôt ouverts et délurés, bref, ne présentant rien qui puisse de prime abord évoquer une débilité mentale. Comme toute équipe psychiatrique qui se respecte, nous étions bêtes et disciplinés. Nous les avons donc testés et établi l'indispensable QI.
C'est là que les surprises ont commencé. La psychologue de l'équipe, qui avait pratiqué les tests de niveau, a trouvé chez les 3 frères un élément que nous avions déjà relevé chez d'autres enfants d'immigrés. À savoir une nette dissociation entre une mauvaise partie verbale du test, contrastant avec de bons résultats à la partie dite performance, non verbale. Au niveau des chiffres globaux. L'aîné, Mario, avec un QI autour de 65, naviguait effectivement dans les eaux de ce que les normes considèrent comme une authentique débilité mentale. Je précise immédiatement qu'il voulait devenir mécanicien automobile, qu'il a été orienté vers un apprentissage direct et qu'il a effectivement réussi dans cette profession où en première approximation, mieux vaut ne pas être totalement idiot. Le deuxième, avec un QI à 85, se situait à la limite inférieure de ce qui est communément considéré comme une intelligence normale. Quant au dernier, illustre cancre qui s'avérait incapable d'apprendre à lire et écrire, il affichait ingénument un QI à 120. Or, si on l'avait testé 3 ans auparavant, au moment de son entrée dans le cycle primaire, il y a fort à parier que les chiffres auraient été proches de 130 à 135, le situant sinon comme un surdoué, du moins comme un enfant d'intelligence supérieure. 1.3 Quelques réflexions diverses. Cette anecdote transalpine nous avait indéniablement posé quelques questions pour lesquelles, à l'époque, nous ne possédions guère d'éléments de réponse. Que peut bien signifier le fait, pour un enfant d'intelligence supérieure sans perturbation psychologique particulière, de s'avérer incapable d'apprendre à lire et écrire, c'est-à-dire de passer de l'oral à l'écrit? Est-ce de la responsabilité de l'enfant, de sa famille, du milieu social, de l'école, ou d'un peu de tout cela? Quelle valeur accorder aux chiffres de QI, sachant que nul ne sait quels pouvaient bien être ceux des 2 frères aînés à leur entrée dans le cycle primaire? Il était certain qu'ils n'avaient pu que se dégrader au fil du temps, à mesure que se creusait l'écart entre les acquisitions scolaires de ces 2 garçons et celles théoriquement attendues de leur classe d'âge. Il apparaissait infiniment probable que, pour peu qu'il poursuive sa scolarité aussi brillamment qu'il l'avait commencé, le plus jeune des 3 frères verrait son QI décliner année après année et rejoindre peut-être, en fin d'obligation scolaire, celui de l'un de ses aînés. Tout cela posant entre autres une question bien intéressante: que mesuraient donc nos tests de niveau? Les acquisitions, sans le moindre doute. C'était d'ailleurs la visée primitivement assignée par ces auteurs au questionnaire de Binet et Simon, mais l'intelligence? Cela paraissait pour le moins douteux. À dire vrai, cette histoire, s'ajoutant à quelques autres du même tonneau, avait surtout eu pour effet de nous rendre à l'égard de l'ensemble des tests que nous utilisions d'une méfiance quasi pathologique. En ce qui concerne les tests de niveau, Binet-Simon, Terman-Merrill, Wechsler-Bellevue, la cause nous semblait entendue. Le QI, base obligée de l'évaluation de l'efficience intellectuelle, n'avait en réalité pas grande signification, du moins chez les enfants de travailleurs migrants auxquels nous les appliquions. Du reste, un travail de STOMKIEWCZ et J. Duche publié dans le Concours médical, mais dont j'ai malheureusement perdu la référence, apportait de l'eau à notre moulin, à partir d'une recherche menée dans une population d'enfants de migrants vivant dans un bidonville de la région parisienne. Il déniait sans embâche toute valeur aux chiffres de QI et affirmait même qu'on devait considérer un enfant maghrébin présentant un QI de 50, correspondant donc à une arriération intellectuelle sévère, comme étant des apostrophes. Intelligence normale 8. Nous étions tout aussi sceptiques devant les autres types de tests que nous utilisions. Les tests projectifs? Frantz Fanon, 9, déjà, avait dénoncé l'emploi du TAT, test américain, chez les femmes musulmanes, mettant en avant que les situations présentées sur les planches à partir desquelles on leur demandait de fantasmer renvoyaient à la culture anglo-saxonne et n'évoquaient rien pour elles. À notre niveau, cela pouvait probablement être transposé terme à terme au Children à Perception Test, CAT, comme au test de patte noire, largement employé. Les psychologues présentaient aux enfants les planches originales, montrant une famille de cochons dont l'un avait une patte noire, l'analyse de ce que les sujets projetaient sur les situations présentées, leur identification aux petits cochons étant censée éclairer quant à leurs problématiques personnelles. Seul petit problème. Connaissant la connotation très péjorative du porc dans les cultures islamiques, quelle pouvait bien être la valeur de ces interprétations? Ultérieurement, le test a été modifié par substitution du mouton au porc, ce qui le rendait sans doute plus admissible pour les enfants d'origine maghrébine.
Reste tout de même que ce simple remplacement laissait intacte la question des références culturelles des situations présentées. Les tests non-verbaux théoriquement culture-free? Mais Samia Benouniche, dans sa thèse de doctorat en psychologie 10, a bien montré l'inéquation du test des cubes de Co, visant à explorer la structuration spatiale, chez des enfants algériens en Algérie comme chez des enfants d'Algériens immigrés en France, ce qui ne va nullement à l'encontre de sa valeur mais signifie qu'il doit toujours être réétalonné en fonction de la population étudiée. Et il n'est pas jusqu'au Rorschach, pourtant en principe le moins marqué culturellement parlant qui ne pose question. Le choc au rouge par exemple, a-t-il la même signification dans toutes les cultures? Autrement dit, nous étions arrivés à la conclusion suivante. Un test est toujours élaboré pour une population donnée, dans une culture donnée, à un moment donné de son histoire. En dehors de ce contexte, son utilisation exige qu'il soit à nouveau étalonné et validé. Ce qu'a très clairement exprimé Samia Benouriche, mettant en question la pratique des tests en Algérie, 11. Indépendamment de ces remarques incidentes à propos des tests, qui de nos jours peuvent sembler évidentes mais qui à l'époque étaient quasiment hérétiques, ces trois histoires me semblent donner matière à réflexion. Non qu'elles soient exemplaires, tant elles peuvent apparaître bien qu'authentiques comme caricaturales. Cependant au-delà de leur dissemblance, il me paraît qu'elles possèdent des caractères communs et posent sans ambiguïté trois problèmes réels et fondamentaux. Le premier concerne évidemment, dans le cas de Leïla, la relation entre adaptation scolaire et adaptation sociale. À ceci près que la question posée est « qui doit s'adapter à qui ?» Car enfin, Leïla n'était pas mal adaptée au système éducatif. C'est lui qui l'a rejetée, au nom de normes aussi discutables que celles du primat de la classe d'âge, en ignorant délibérément que l'école avait elle-même et sciemment provoqué son retard scolaire, mais aussi, et je peux l'affirmer, en fonction de sa stigmatisation de maghrébine immigrée, aggravée par le cursus scolaire déplorable d'un frère prédélinquant qui l'avait précédé au collège et avait suscité chez les enseignants des réactions qu'on ne peut guère qualifier que de racistes, ce qui était en jeu, au nom des apostrophes. Un passé familial inoubliable était, mais inavouable, des considérations pas forcément conscientes de type, ce sont des Arabes et on ne peut rien t'en tirer. Dans l'histoire, l'institution scolaire s'était montrée incapable de s'adapter à son cas particulier. Le deuxième, celui sur lequel je centrerai mon argumentation, concerne la problématique de la langue telle qu'elle se pose aux jeunes issus de l'immigration. Car c'est la maîtrise inexistante ou insuffisante du français qui a été l'alibi du retard scolaire de Leïla, comme du diagnostic des autismes de Fatima, cependant que la dissociation entre les QI verbaux et performances des trois frères oriente également vers l'hypothèse d'une problématique linguistique dans l'échec scolaire. Or il est vrai qu'il n'est pas de parcours satisfaisant dans notre système éducatif sans une maîtrise minimale d'une langue de l'école qui est loin d'être neutre. Il s'agit en effet du français standard, la langue de Molière, fortement normée et relativement éloignée du parler populaire qui est celui de la plupart de ses enfants, j'aurai à y revenir. Le troisième, mais cette affirmation est redondante, c'est que je vais parler avant tout de l'échec scolaire d'enfants normaux, ce qui renvoie à la citation de Colette Chiland 4 et au constat exposé en introduction. Certes, chez l'enfant de migrants, le déterminisme de l'échec scolaire est indéniablement plurifactoriel. Le social, l'économique, le statutaire, l'anthropologique, le désir parental s'y entremêlent indissolublement. C'est toutefois au nom d'une expérience d'abord clinique, que j'ai naguère été menée à évoquer et réfléchir sur l'hypothèse d'une problématique linguistique dans sa genèse. 1.4 Des hypothèses contradictoires. La réponse à cette hypothèse s'avérait cependant difficile à trouver. Il existait en effet à l'époque, elle n'est pas si lointaine, au sein de l'éducation nationale, un courant dominant soutenu en particulier par Serge Boulot et Daniel Boyzonfradet, chercheurs au CREDIF 12, selon lequel il n'y avait aucun problème linguistique chez les enfants de travailleurs migrants, car nés et élevés en France pour la plupart, ils sont censés maîtriser aussi bien ou aussi mal, mais ces questions des apostrophes. Opinion, que leurs condisciples de même niveau socio-économique, une langue française dans laquelle ils baignent depuis leur naissance ou à peu près, et dont ils se sont donc imprégnés au même titre que les locuteurs natifs. On reconnaît là la vieille théorie du bain de langue, directement issue des principes de l'école logopédique de Vienne,
dont on ne saurait sous-estimer les retombées en termes de pédagogie. C'est en effet sur eux que se fondent les programmes éducatifs dits d'immersion, ceux dans lesquels la langue de l'enseignement n'est pas la langue maternelle de l'enfant. Le monde de l'éducation s'en était fait l'écho en 1983-13. Toutefois, au-delà même de la problématique socio-linguistico-culturelle que j'aborderai plus loin, il m'est apparu très rapidement que 2 objections au moins pouvaient être élevées à l'encontre de cette thèse. L'une concerne la fiabilité des statistiques sur lesquelles elle s'appuie pour affirmer qu'à niveau socio-économique égal, les taux d'échec et ou de retard scolaire ne sont pas différents chez les enfants d'immigrés et les fils d'indigènes, ce qui signifie que les éventuelles difficultés linguistiques sont les mêmes. On verra plus loin que ma position personnelle n'est pas très éloignée de celle-ci. Mais quand même, il serait peut-être bon d'y introduire quelques nuances. Les statistiques du ministère de l'Éducation nationale ne permettaient alors de distinguer qu'entre étrangers et nationaux. Cela excluait de fait ceux qui ont acquis la nationalité française, fils de naturalisés par exemple, mais aussi ceux dont les parents, citoyens français à part entière, sont originaires des DOM-TOM. Et dans l'histoire, c'est bien la définition même du migrant qui est en jeu. Pour ma part, j'ai toujours soutenu que ce qui était d'abord en question dans la problématique des migrations n'était pas le saut géographique, mais le changement de milieu culturel, ce qui signifie que ce n'est pas le passeport qui définit l'immigré. Dès lors s'introduit un biais méthodologique dont un auteur comme la linguiste Geneviève Verme fait également état. 14. Jusqu'à ces derniers mois, le texte a été publié en juillet 1994. NDA, on ne comptabilisait que les enfants d'origine étrangère. Sous la direction de M. Tribala, l'INED, Institut national d'études démographiques, peut désormais comptabiliser aussi les enfants dont les parents n'étaient pas français de naissance. L'analyse des difficultés scolaires spécifiques aux enfants d'immigrés, jusqu'à aujourd'hui, n'a donc pu porter que sur les enfants étrangers. L'autre objection est représentée à mon sens parce que ces représentations semblent bien n'être que des systèmes de rationalisation, devant appuyer des conclusions préorientées voire prédéterminées. Il agit avant tout de montrer que la problématique scolaire des enfants de migrants est réductible à des déterminants purement socio-économiques, dont la lutte des classes constitue le fondement. Cela conduit à méconnaître des faits comme la surprésentation de certaines ethnies, singulièrement maghrébines, dans les classes spéciales du cycle primaire comme du secondaire. Aujourd'hui, certes, une certaine prise de conscience de cette situation est survenue avec en corollaire la diminution. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.